Tu es piégé dans un igloo à moins 40 degrés Fahrenheit. Le vent hurle comme un loup affamé, et ta seule façon de survivre est un manteau de phoque et un traîneau qui traverse les tempêtes. Ainsi vivait l'élite inuite, les véritables magnates de la glace, et leurs secrets de luxe dans l'Arctique te laisseront bouche bée. Je suis ton guide dans ce voyage glacial, et aujourd'hui, nous suivons Atuat, une matriarche inuite de Nunavut en 1800, avec sa famille, alors qu'il domine l'un des environnements les plus brutaux de la planète avec des igloos de rêve, une mode qui sauve des vies et des banquets qui ferait pâlir n'importe quel chef moderne. Nous allons découvrir comment leur richesse n'était pas de l'or, mais un pur génie, un art qui les a transformés en rois de la glace. Reste jusqu'à la fin pour un truc de sagesse arctique qui pourrait t'inspirer lors de ton prochain hiver. Attache ta parka, on y va. C'est une aube grise à Nunavut, hiver 1800, et la toundra s'étend comme un océan blanc infini. L'air, à moins 40 degrés Fahrenheit, brûle la peau comme un fer gelé, et chaque pas fait crisser la neige sous les bottes en peau de phoque. Atuat, une matriarche de 50 ans, se tient devant son foyer, sa capuche en fourrure de renard arctique scintillant sous la lumière lunaire qui perce à peine les nuages. Son souffle forme des nuages de cristal qui dansent dans le vent tranchant, tandis que ses mains, endurcies par des années de travail, ajustent un amulette en os sculpté. À ses côtés, son mari Kilak, au visage buriné mais aux yeux rieurs, aiguise un couteau ulu contre une pierre lisse, testant son tranchant sur un morceau de glace. Leurs enfants, Sila, 18 ans, et Niviak, 12 ans, observent l'horizon, cherchant des signes de caribou ou la trace redoutée d'un ours polaire. Dans l'Arctique, l'argent ne signifie rien. Crois-moi, j'ai essayé d'utiliser mon portefeuille comme oreiller lors d'un camping une fois, et tout ce que j'ai gagné, c'est le visage de Lincoln tatoué sur ma joue et une oreille gelée qui ressemblait à un cube de glace. La richesse d'Atuat ne réside pas dans les pièces ou les bijoux, mais dans une connaissance si profonde qu'elle transforme la glace en allié. Sa famille contrôle un territoire de 130 km², un empire de toundra où il traquait les phoques grâce aux bulles dans les lacs gelés à 5 km de distance. C'est comme trouver un flocon de neige dans une tempête blanche, dit Kilak, riant pendant que son ulu coupe la glace comme du beurre. Sila, entraîné depuis l'âge de 6 ans, peut prédire les tempêtes 3 jours à l'avance, en lisant les nuages en forme de lentilles et les vents qui murmurent des changements dans l'air. Une fois, il a alerté le campement d'un blizzard qui aurait enterré tout le monde sous des mètres de neige. Il a couru d'igloo en igloo, frappant aux entrées jusqu'à ce que sa voix se brise, s'assurant que chaque famille était en sécurité. Le ciel parle, mais il faut savoir écouter, dit Sila, ajustant sa capuche en peau de caribou pendant que le vent hurle. Cette connaissance, perfectionnée pendant des décennies, valait plus que n'importe quelle banque moderne. Dans l'Arctique, une erreur ne te met pas en faillite. Elle te transforme en bloc de glace. L'élite inuite n'amassait pas les proies comme des magnates préhistoriques avec des coffres de viande. Ils opéraient sous le Ningiktuk, un système de réciprocité équilibré que Kilak décrit comme « aujourd'hui pour toi, demain pour moi ». En partageant leur chasse, ils gagnaient un prestige social, une monnaie plus forte que n'importe quel or. Une nuit, Atuat a donné la moitié d'un phoque à un voisin, Ivalu, dont le jeune fils était malade et ne pouvait pas chasser. Des mois plus tard, Ivalu est revenu avec un caribou entier, s'inclinant avec gratitude, tandis que ses yeux brillaient de fierté. Dans l'Arctique, la générosité est un pouvoir, dit Atuat, tressant les cheveux de Niviak avec des doigts agiles. Ce crédit social tissait un réseau communautaire qui assurait la survie, quelque chose que nos applications de troc ou réseaux sociaux ne pourraient jamais égaler. Une fois, lorsqu'une tempête a détruit un entrepôt de viande, les voisins d'Atuat ont partagé leurs provisions, se souvenant comment elles les avaient aidés des années auparavant. « Le Ningiktuk est notre cœur », dit Kilak, frappant sa poitrine. La succession dans cette élite n'était pas un droit de naissance, comme dans les châteaux médiévaux où il suffisait de naître avec le bon nom de famille.
Les jeunes, comme Scylla et Niviaq, devaient gagner leur place. À 10 ans, Scylla a affronté sa première chasse, tremblant sous le poids d'un harpon, tout en traquant un renard arctique dans un blizzard. Si tu échoues, tu ne perds pas seulement le déjeuner, tu perds le respect, l'a averti Kilak, l'observant de loin. Niviaq, à ses 12 ans, distingue déjà les traces fraîches de caribou par l'éclat de la neige et sait quand un vent apporte une tempête par son sifflement aigu. Une fois, Scylla a ramené son premier phoque au campement, le traînant dans la neige avec un visage rougi par le froid et la fierté. Le campement l'a célébré comme un héros olympique, avec Niviaq applaudissant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, et Atuat sculptant une amulette pour commémorer l'instant. « Mon fils est un chasseur, mais il a encore beaucoup à apprendre, » a dit Atuat, souriant. Cette méritocratie arctique garantissait que chaque génération prouve sa valeur, un système où le talent surpassait la lignée et où les erreurs pouvaient coûter la vie. Le foyer d'Atuat n'est pas un igloo ordinaire, c'est un palais de glace qui ferait pâlir de nombreux appartements modernes. À la périphérie de Nunavut, sa famille a construit un complexe de 110 mètres carrés, un labyrinthe de dômes scintillants qui brillent sous les aurores boréales. Scylla et Kilak coupent des blocs de neige Matsuruti, humides et compacts, comme de l'argile gelée, avec de longs couteaux en os de baleine, les empilant en une spirale inclinée à 15 degrés pour former une structure qui résiste à des vents de 160 km/h. C'est comme jouer au Lego, mais si tu échoues, tu t'enterres vivant, plaisante Scylla, essuyant la sueur gelée de son front pendant que son souffle se fige dans l'air. Atuat supervise chaque bloc, s'assurant qu'il s'emboîte comme un puzzle parfait, tandis que Niviaq tasse la neige avec une petite pelle, chantant une mélodie inuite que sa grand-mère lui a enseignée. L'entrée est flanquée d'arcs en os de baleine, un symbole de statut aussi fonctionnel que prestigieux, capable de supporter les tempêtes et les griffes d'un ours polaire de 700 kg. « C'est notre Rolex de la glace », dit Kilak, frappant un arc avec fierté. « Attends une seconde. Est-ce que tu aimes la vidéo ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. D'accord, continuons. » À l'intérieur, l'igloo est une oasis dans le froid arctique. Un système de ventilation avec des orifices stratégiques et des blocs de neige de densité différente maintient une température de 0 degré Celsius, un paradis tropical, comparé aux moins 40 degrés Celsius dehors. Atuat a conçu une plateforme de sommeil surélevée de 90 cm, recouverte de peau de caribou qui crisse doucement sous le poids. « Ici, tu dors comme un roi, sans ronflement, » dit-elle, clignant de l'œil à Kilak, qui fait semblant d'être offensé et lance une boule de neige à Niviaq, qui rit jusqu'à ce que sa capuche tombe. Des chambres souterraines, creusées dans le pergélisol, stockent 450 kg de viande, de poissons séchés et de graisse de phoque, protégés des ours curieux par des pièges de neige. Une salle de réunion, éclairée par des lampes à graisse de phoque qui scintillent comme des étoiles, accueillait 20 personnes pour raconter des histoires ou planifier des chasses. Les murs courbes créaient une acoustique magique. Un murmure d'Atuat était entendu clairement à l'autre bout, comme si l'igloo avait son propre système de son surround. Une nuit, elle a annoncé un banquet dans cette salle, et la communauté a applaudi le théâtre de glace, émerveillée par la façon dont sa voix résonnait. Kilak a engagé Inuk, un constructeur légendaire qui a voyagé 200 km pour construire l'igloo en seulement 48 heures, coupant des blocs avec une précision qui ferait pleurer n'importe quel architecte moderne. « C'est comme engager un chef étoilé Michelin pour ta cuisine », dit Kilak, admirant le dôme scintillant. Une fois, un ours polaire a griffé le toit, faisant trembler la structure, mais l'igloo a tenu bon. Niviaq, blotti sur la plateforme de sommeil, a plaisanté. L'igloo a dit non à l'ours, comme si c'était mon papa. Ces igloos n'étaient pas de simples refuges. Ils étaient des forteresses d'ingéniosité, plus résistantes que de nombreuses demeures d'aujourd'hui. Tu dois arrêter le traîneau. N'est-ce pas hallucinant qu'un igloo soit plus luxueux qu'un loft en ville? Vivrais-tu dans un palais de glace comme Atuat? Commente « Roi de la glace » si tu te lances ou « Je préfère mon canapé »
si tu restes au chaud chez toi. Atuat ne dirige pas seulement sa famille, elle éblouit aussi par son style. Sa parka en peau de phoque, cousue par sa tante Niviac, une maîtresse couturière à ne pas confondre avec sa fille, compte 20 points par pouce, si précis qu'il semble l'œuvre de fées arctiques. Une erreur dans la couture pouvait laisser entrer le froid, transformant Atuat en glace humaine en quelques minutes. Tante Niviac testait chaque vêtement en le plongeant dans de l'eau glacée pendant des heures, observant avec des yeux de faucon. « S'il goûte, ça ne vaut rien », décrète-t-elle, coupant un fil lâche avec son ulu aiguisé. Les parkas d'Atuat, avec 60% de points de plus que les ordinaires, résistaient à moins 40 degrés Celsius et étaient imperméables, un luxe qui non seulement sauvait des vies, mais faisait tourner les têtes dans le campement. Les motifs sur les vêtements racontèrent des histoires, comme des livres brodés sur la peau. Le manteau de Scylla, avec des bandes de phoques claires et foncées, narrait une chasse à la baleine où Kilak a presque perdu un harpon en glissant sur la glace. Un moment qui provoque encore des rires dans la famille. « J'ai presque nagé avec les phoques », dit Kilak, feignant la honte. Un rouge intense, fait de mollusques écrasés et d'algues rares récoltées à 300 km sur des côtes rocheuses, était si exclusif qu'il valait 100 phoques, assez pour nourrir une famille pendant 1 an. Atuat se souvient d'une rivalité avec le clan de Nuna, qui exhibait un manteau rouge plus éclatant lors d'un marché de troc. On aurait dit des influenceurs se battant pour des likes dans la toundra, rit Scylla, ajustant sa propre parka. Des boutons en ivoire de morse, sculptés avec des scènes de chasse à la baleine, étaient le pling de l'Arctique. L'un d'eux, trouvé sur un site archéologique de 1800, montrait une baleine si détaillée que les archéologues ont mis des mois à déchiffrer chaque vague gravée. Pour les cérémonies, Atuat portait des coiffes de plumes de ptarmigan et des perles en os, dont la fabrication prenait 6 mois. Une fois, sa coiffe brillait tellement sous les lampes à graisse qu'un ancien a plaisanté. « Atuat, tu éteins les étoiles avec cette coiffure. » Tante Niviac appliquait aussi des huiles de foie de poisson pour imperméabiliser les peaux. Un secret de famille qui surpassait de nombreux sprays modernes. La mode inuite n'est pas de la vanité, c'est un bouclier avec du style, dit Atuat, montrant sa parka avec un tour théâtral. Lors d'un marché de troc, le clan de Nuna a offert un traîneau entier pour un manteau rouge d'Atuat, déclenchant des ragots qui ont circulé dans le campement pendant des semaines. La fille Niviac, apprenant à coudre sous la tutelle de sa tante, rêve de créer son propre motif. « Je veux un motif qui raconte mon histoire, pas seulement celle de papa qui tombe, » dit-elle, pratiquant des points pendant qu'Atuat l'observe avec fierté. Tante Niviac, avec un sourire sévère, corrige sa posture. « Maîtrise d'abord l'aiguille, ensuite raconte ta légende. » Ces vêtements n'étaient pas seulement des habits, ils étaient des symboles de statut, des histoires tissées et des boucliers contre le froid mortel de l'Arctique. La mode inuite était un art où chaque point pouvait faire la différence entre la vie et une faim glacée. Les banquets d'Atuat étaient légendaires, dignes d'une émission de télé-réalité arctique qui ridiculiserait MasterChef. Sa famille servait du muktuk, de la peau de baleine fermentée dans des chambres souterraines maintenues à moins 20 degrés Celsius pendant 8 mois, un processus si délicat qu'une erreur pouvait empoisonner tout le monde. Une fois, un invité, Kadjuk, a mangé du muktuk mal préparé dans un autre campement et a passé des jours malade, gémissant dans la neige pendant que sa femme le grondait. « Il a presque ruiné ma réputation », plaisante Atuat, coupant une portion parfaite avec son ulu, dont le tranchant brille sous la lumière d'une lampe à graisse. Le foie d'ours polaire, une délicatesse dangereuse, était servi avec une extrême prudence. Sa vitamine A, jusqu'à 30 000 unités internationales par gramme, pouvait être mortelle en excès. Kilak se souvient d'un banquet où un commerçant européen, Olaf, a insisté pour goûter le foie, pour s'évanouir après une bouchée, le visage plus blanc que la neige. « Tout le monde n'est pas prêt à être un roi de la glace », dit Kilak, pendant que Scylla imite l'évanouissement d'Olaf, faisant rire Niviac jusqu'à ce qu'elle renverse son thé de mousse. Les caves souterraines d'Atuat, avec 5 zones de température contrôlées par des couches de pergélisol, conservaient de la viande fraîche,
de la graisse de phoque, du poisson séché et des huiles, comme un congélateur arctique de haute technologie. Atuat échangeait des épices rares, comme de la mousse séchée, récoltée sur les falaises du Groenland, valant une année entière de phoque, pour donner du goût aux aliments stockés pendant des mois. Des plateaux en vertèbres de baleine, gravés de scènes de chasses épiques, servèrent des festins pour 20 personnes. Un plateau, trouvé sur un site de 1800, était si grand qu'il a nourri 2 clans lors d'une célébration. La hiérarchie dictait les coupes. Atuat et Kilak mangeaient le foie et les morceaux les plus tendres, tandis que les autres recevaient les restes. C'est comme Masterchef, mais avec des ours polaires comme Critique et sans caméra, rit Scylla, servant un morceau de caribou à Niviak qui le dévore avec enthousiasme. Une nuit, Atuat a organisé un banquet pour sceller un accord commercial avec le clan d'Ivalu. Les invités, assis sur des peaux d'ours qui sentèrent la graisse et l'aventure, ont applaudi quand Atuat a servi du mouktouk saupoudré d'épices rares, dont l'arôme a rempli l'igloo comme un parfum arctique. Mais Kajuk, confiant après sa dernière expérience, a mangé trop de foie et a vomi dans la neige à l'extérieur de l'igloo, provoquant des rires. Apprends à manger comme l'élite Kajuk, a plaisanté Kilak, pendant que Niviak, caché derrière sa mère, riait aux larmes. Atuat a appris à Niviak à sculpter des plateaux en os, guidant ses petites mains pour graver un caribou sur une vertèbre. Chaque gravure est une histoire qui vit pour toujours, a dit Atuat, pendant que Niviak acquiesçait, concentré. Ces festins ne nourrissaient pas seulement le corps, ils renforçaient le statut, tissaient des alliances et transformaient un igloo en cœur de la communauté. Un banquet bien exécuté était un trophée social, plus précieux que n'importe quelle étoile Michelin dans le monde moderne. Atuat ne mangeait pas seulement comme une reine, elle voyageait comme telle. Son équipe de chiens de traîneau, élevés sélectivement par Kilak pendant des années, parcourait 40 km par jour même dans les tempêtes, avec le vent hurlant comme un chœur de loups affamés. Les harnais, faits de peau de phoque tressée, étaient 40% plus légers que les ordinaires, et les traîneaux, avec des patins en fanon de baleine polie, réduisèrent la friction sur la glace de 25%. Lors d'une course contre le clan de Nuna, Scylla a conduit son équipe à la victoire, gagnant un nouveau traîneau valant un hiver entier de provisions. C'est la Ferrari de l'Arctique, sans klaxon ni amende pour excès de vitesse, plaisante Scylla, caressant son chien meneur, Kimik, dont la queue frappe la neige comme un tambour. Kimik, un géant aux yeux ambrés, dirigeait avec une précision qui semblait lire les pensées de Scylla. Atuat mémorisait des itinéraires de 1000 miles à travers la toundra, avec des dépôts secrets de viande marqués par des pierres empilées selon des motifs que seule sa famille connaissait. Une fois, elle a guidé son clan dans un blizzard si dense que le monde est devenu blanc, utilisant uniquement les étoiles et le chant lointain des loups pour s'orienter. « La glace est notre carte, si tu sais la lire », dit Atuat, pointant la grande ours pendant que Niviak l'observe, fasciné. Ces itinéraires connectaient des réseaux commerciaux qui apportaient des peaux de renard arctique, de l'ivoire de morse et des outils en os de 30 régions différentes. Un dépôt, trouvé sur un site de 1800, contenait 900 kg de biens, des harpons sculptés aux teintures rares pour vêtements. Une nuit, Kimik a alerté d'un ours polaire rôdant près d'un dépôt, grognant dans l'obscurité. Scylla a renforcé la cachette avec des blocs de neige, et l'ours s'est éloigné, frustré. « Nos chiens sont notre GPS et nos gardes, » dit Scylla, grattant les oreilles de Kimik, qui aboie de joie. Les traîneaux d'Atuat n'étaient pas seulement des moyens de transport, ils étaient des passeports pour la richesse et la survie, dans un monde où la glace dictait les règles. Atuat ne chassait pas seulement comme une maîtresse, elle commerçait comme un magnate de la glace. Ses itinéraires de 1000 miles échangeaient des biens valant 900 kg, des peaux de renard aux métaux rares, obtenus auprès de commerçants européens dans des postes reculés au bord de l'Arctique. Ces dépôts secrets, cachés dans des grottes de glace et protégés des ours par des pièges de neige, conservèrent des provisions qui pouvaient durer des années. Une fois, un dépôt a sauvé le campement après une saison de chasse désastreuse, lorsque les phoques ont disparu et que les caribous ont migré trop loin.
La glace est notre banque, mais elle ne facture pas d'intérêt ni n'envoie de lettres de relance, plaisante Kilak, vérifiant un harpon échangé avec un clan groenlandais. Ces dépôts étaient des forteresses cachées, marquées par des signes que seuls les initiés pouvaient lire, comme un code arctique transmis de génération en génération. Le véritable trésor d'Atuat, cependant, ne résidait pas dans la viande ou les biens, mais dans la connaissance qu'elle portait dans son esprit et son cœur. Elle savait prédire les tempêtes grâce à l'éclat argenté de la neige à l'aube, traquer les caribous par les lichens brisés sur des roches gelées et soigner les fièvres avec de la mousse arctique bouillie dans de la graisse de phoque. Ses enfants affrontaient des épreuves mortelles pour hériter de ce savoir. Scylla, à 10 ans, a failli mourir en se perdant lors d'une chasse pendant une tempête, mais son entraînement l'a sauvé. Il a retrouvé le campement en suivant des traces à peine visibles dans la neige. Niviak, à ses 12 ans, identifie les vents par leur son, distinguant un sifflement doux d'un aigu qui apporte la neige. L'Arctique chante, et j'apprends sa chanson, dit-elle, les yeux brillants de curiosité. Les anciens, comme Apouti, le père d'Atuat, étaient des bibliothèques vivantes, avec un taux d'obéissance de 95% dans le campement. Apouti a conçu une chambre de guérison avec un système de ventilation utilisant des lampes à graisse pour chauffer l'air, sauvant Kilak d'une fièvre qui l'a conduit au bord de la mort. « Sans Apouti, je chasserais avec les esprits, » dit Kilak, touchant une amulette qu'Apouti a sculptée pour lui. La connaissance d'Atuat englobait aussi les histoires orales, les chansons et les énigmes qui préservaient des données climatiques et géographiques datant de siècles. Une chanson qu'Apouti lui a enseignée décrivait un itinéraire secret vers un lac riche en phoques, une connaissance qui a sauvé le clan lors d'un hiver brutal. Les mariages dans l'élite, comme celui d'Atuat et Kilak, ne reposèrent pas seulement sur l'amour ou la lignée, mais sur les compétences. Kilak a dû prouver son adresse en chassant une baleine et en naviguant dans une tempête avant qu'Apouti n'approuve l'union. « Je ne voulais pas d'un gendre qui se perdrait dans la glace », plaisante Atuat. Ce savoir transmis avec soin était l'or de l'Arctique, un trésor qui ne fond pas et ne se perd pas lors d'une mauvaise journée. Atuat et sa famille n'ont pas seulement survécu dans l'Arctique, ils l'ont dominé avec des igloos qui étaient des palais, des parkas qui étaient des boucliers, des banquets qui étaient des trophées, des traîneaux qui étaient des Ferrari, et une connaissance qui valait plus que n'importe quel coffre d'or. Leur Ningiktuk et leur profond respect pour la nature les ont transformés en véritables rois de la glace. Aujourd'hui, dans un monde où le changement climatique transforme nos paysages, la sagesse des Inuits nous enseigne que la véritable richesse réside dans la connaissance, la communauté et la résilience. Ils ont construit une société où l'intelligence et la collaboration étaient la monnaie la plus précieuse, une leçon dont nous avons plus que jamais besoin. Qu'est-ce qui t'a le plus glacé dans cette histoire? Le Muktuk, qui a presque empoisonné Kajuk, les coiffes de plumes qui éteignaient les étoiles, les traîneaux ninja de Scylla ou les cartes secrètes d'Atuat. Commente ton préféré ci-dessous et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires épiques de survie. Abonne-toi et active la cloche pour plus d'aventures inuites qui te feront trembler d'excitation. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Roi de la glace.